y a une question que peu de gens osent se poser honnêtement, et pourtant, elle pourrait changer la direction de leur vie amoureuse. Et si la personne avec qui tu as vécu quelque chose de vrai, celle que tu as quittée ou qui t'a quitté, était encore la meilleure option que tu aies jamais eue? C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour t'aider à repasser avec le grand amour de ta vie, à le rejoindre, à lui redonner la place qu'il mérite. Alors installe-toi confortablement. Laisse-moi te raconter une histoire. Et écoute bien, parce que ce que tu vas entendre pourrait changer quelque chose dans ta vie. Il y a un couple que je connais. Laisse-moi te les présenter. Lui, appelons-le Marc. Un homme dans la trentaine, sérieux et travailleur. Le genre de gars qu'on remarque non pas parce qu'il cherche à se faire voir, mais parce qu'il est là quand il le faut. Calme dans la tempête, généreux dans le silence. Un homme qui aime avec profondeur, parfois trop, au point d'avaler ses frustrations plutôt que de les exprimer. Elle, appelons-la Claire. Une femme belle et sensible, avec cette intelligence des émotions qui la rend à la fois précieuse et parfois difficile à comprendre. Elle aimait Marc, vraiment. Mais elle avait ses propres faiblesses, ses propres maladresses dans la communication, ses propres moments où elle fermait la porte au lieu de l'ouvrir. Ensemble, ils formaient quelque chose de sincère. Pas parfait, mais sincère. Et un jour, leur relation s'est brisée. Pas à cause d'une trahison, pas à cause de violence, pas à cause d'un manque d'amour, mais à cause de quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense, un manque de communication, des malentendus accumulés, des non-dits qui se sont transformés en distance, des frustrations jamais exprimées clairement, jusqu'à ce que la distance devienne une rupture. Ils se sont séparés, chacun de son côté, et pendant un temps, ils ont cru que c'était fini, définitivement. Mais le temps a fait son œuvre. Loin l'un de l'autre, ils ont eu l'espace pour réfléchir, vraiment réfléchir, sans la pression du quotidien, sans la colère du moment. Et progressivement, tous les deux ont commencé à voir leur erreur avec une clarté qu'ils n'avaient pas pendant la relation elle-même. Ils se sont reparlés, avec honnêteté, cette fois, avec la maturité que la distance leur avait donnée. Et ils ont choisi de renouer leur relation. Et ce qui s'est passé ensuite est ce que je veux que tu comprennes profondément aujourd'hui. Ce retour leur a apporté un bonheur que ni l'un ni l'autre n'avait anticipé. Pas un bonheur naïf, pas un retour aveugle aux mêmes erreurs, mais une joie réelle, fondée sur ce qu'ils avaient appris pendant leur séparation. Avant d'aller plus loin, je veux m'adresser à chacun d'entre vous, abonnés et non abonnés, avec tout l'amour que j'ai dans le cœur. À tous ceux qui me suivent et qui soutiennent ce travail, un grand merci. Je vous aime. Je vous suis reconnaissant de prendre le temps de m'écouter, de partager, de commenter. Ce que vous faites pour cette chaîne a de la valeur. Vous n'êtes pas juste des chiffres. Vous êtes une famille. Et ensemble, nous construisons quelque chose de beau. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, mais qui prennent quand même le temps d'écouter ce qui se dit ici, je vous félicite. Ça dit quelque chose sur vous. Ça dit que vous cherchez à grandir. Je veux tout particulièrement dire un mot aux jeunes hommes et aux jeunes femmes qui m'écoutent. Je sais que la vie n'est pas facile. Je sais que vous travaillez dur pour construire votre avenir. Certains d'entre vous étudient, parfois avec des doutes, parfois avec des sacrifices que les autres ne voient pas. Certains d'entre vous démarrent un projet, une entreprise, un rêve, avec la peur au ventre sans certitude. Et certains d'entre vous portent des fardeaux lourds en silence, sans que personne ne sache vraiment ce que vous traversez. À vous, je veux dire ceci, courage. Dieu est avec vous. Et tout ce que vous semez aujourd'hui dans le labeur et l'honnêteté, vous le récolterez. Pas toujours quand vous le voulez, mais toujours à temps. Ensemble, nous formons une grande famille heureuse.
et je suis fier d'avancer avec vous. Si ce contenu te touche, abonne-toi à la chaîne, laisse un commentaire, un like et partage cette vidéo. Tu ne sais pas quelle vie tu peux transformer avec un simple geste. Pourquoi est-ce que je commence par cette histoire? Parce qu'elle illustre quelque chose que je veux développer avec toi aujourd'hui. Quelque chose qui touche à la fois à la sagesse antique et à la science moderne. Et cette chose, c'est ceci. Dans de nombreux cas, retourner avec une personne que tu as réellement aimée et avec qui la séparation venait d'un problème qui peut être corrigé, pas d'une rupture de confiance irréparable, est souvent plus sage que de chercher ailleurs, chez un inconnu, ce que tu avais peut-être déjà construit. Leçon 1. Ce que la science dit sur le lien que vous avez déjà créé. Commençons par la science, parce qu'elle confirme quelque chose que beaucoup ignorent. Quand deux personnes partagent une relation intime et durable, des moments de tendresse, de complicité, d'intimité physique et émotionnelle, leur corps produit une hormone appelée l'ocytocine. Les chercheurs l'appellent parfois l'hormone de l'attachement ou l'hormone du lien. L'ocytocine ne disparaît pas simplement parce qu'une relation se termine. Elle a créé, au fil du temps passé ensemble, des connexions neurologiques réelles, mesurables, qui font que le corps et l'esprit de Marc se souviennent de Claire, pas seulement en pensée, mais physiologiquement. Et il en va de même pour elle. C'est pour cela que même après une rupture, certaines personnes continuent de penser à leur ex avec une intensité qui surprend leur entourage. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la biologie. Le corps se souvient de ce qu'il a vécu, les gestes familiers, la voix reconnaissable entre mille, les habitudes partagées, la sécurité d'une présence connue. Et voici ce que cela signifie concrètement. Quand Marc et Claire ont décidé de se reparler après leur séparation, ils n'ont pas eu à reconstruire ce lien depuis zéro, comme on doit le faire avec un inconnu. Ce lien existait déjà gravé dans leur mémoire et dans leur corps. Ils ont simplement eu à le réactiver, à le nourrir à nouveau. Marc Aurèle écrit dans ses pensées: « Ce qui est déjà construit ne devrait pas être détruit à la légère, surtout quand ce qui menace de le remplacer n'a encore aucune fondation. » Les chercheurs en neurosciences ont étudié ce phénomène en profondeur. Une étude publiée dans le journal Psychoneuro-Endocrinology a montré que les niveaux d'ocytocine restent élevés chez certaines personnes plusieurs mois après une rupture, particulièrement chez celles qui avaient une relation intime, régulière et prolongée. Ce n'est pas un hasard si tant de gens, après une séparation, continuent de ressentir une connexion physique et émotionnelle avec leur ex, même quand leur esprit rationnel leur dit que c'est terminé. Il y a aussi un autre phénomène scientifique à considérer, celui de la mémoire procédurale relationnelle. Quand deux personnes vivent ensemble pendant des années, elles développent ce que les psychologues appellent des schémas relationnels automatiques, des façons de se comprendre sans avoir besoin de tout expliquer, des gestes de réconfort qui fonctionnent parce qu'ils ont été testés et affinés au fil du temps, une connaissance intime des déclencheurs émotionnels de l'autre personne. Cette connaissance-là ne s'acquiert pas en quelques semaines avec un nouveau partenaire. Elle se construit sur des années d'observation attentive, d'erreurs corrigées, d'ajustements mutuels. Quand Marc et Claire se sont retrouvés, ils n'ont pas eu à réapprendre comment se rassurer mutuellement dans les moments difficiles. Ils le savaient déjà. Ils ont simplement choisi de réactiver ce savoir, avec la sagesse supplémentaire que leur séparation leur avait donnée. Leçon 2. La sagesse stoïcienne sur les erreurs humaines. Je veux maintenant parler de quelque chose de fondamental dans la philosophie stoïcienne, quelque chose qui éclaire directement la question du retour avec un exemple. Épictète enseigne que tous les hommes commettent des erreurs, parce que tous les hommes agissent selon ce qu'ils croient être bon au moment où ils agissent, même quand cette croyance est imparfaite, même quand elle cause de la douleur. Il ne dit pas que toutes les erreurs sont sans conséquence. Il dit que l'erreur fait partie de la nature humaine et que la sagesse consiste à savoir distinguer une erreur qu'on peut corriger d'une trahison fondamentale.
Voici la distinction la plus importante que je veux que tu retiennes de cette vidéo. Il y a une différence immense entre une relation qui s'est brisée à cause d'un manque de communication, d'une immaturité passagère, d'une période difficile mal gérée, et une relation détruite par une trahison répétée, par la violence ou par un manque de respect fondamental envers ta dignité. Dans le premier cas, la sagesse stoïcienne nous enseigne que la croissance personnelle, le temps et la réflexion honnête peuvent transformer ce qui semblait brisé en quelque chose de plus solide qu'avant. Dans le deuxième cas, aucune philosophie au monde ne devrait te convaincre de retourner vers ce qui te détruit. Sénèque écrit « Le sage ne refuse jamais une seconde chance à celui qui a véritablement changé, mais il ne se laisse jamais reprendre par celui qui n'a fait que changer ses mots, sans changer son cœur. » Ce que Sénèque nous dit ici est fondamental. Il ne dit pas de fermer la porte à jamais. Il dit d'observer avec attention. Les mots peuvent changer du jour au lendemain. Le caractère, lui, change lentement, avec du travail et du temps. C'est ce changement-là qu'il faut chercher à voir. Pas les belles promesses, mais les actes répétés dans la durée. C'est ce discernement qui doit guider ta décision. Pas la nostalgie seule, pas la peur de la solitude, mais une évaluation honnête de ce qui s'est réellement passé et de ce qui a réellement changé. Épictète enseignait à ses élèves une pratique qu'il appelait l'examen des jugements. Avant de prendre une décision importante, il faut se demander: est-ce que mon jugement actuel sur cette situation est fondé sur la réalité, ou sur la peur, sur l'orgueil, sur la colère encore vive? Dans le contexte d'une possible réconciliation, cet examen prend une forme précise. Demande-toi honnêtement, est-ce que je juge cette personne sur l'ensemble de qui elle est, ou seulement sur le pire moment qu'elle a traversé? Est-ce que je condamne définitivement une erreur humaine, ou est-ce que je refuse de voir la croissance réelle qui a eu lieu depuis? Marc Aurèle écrit également quelque chose qui mérite réflexion ici. Nous sommes tous faits pour la coopération, comme les pieds, comme les mains, comme les paupières, comme les deux rangées de dents supérieures et inférieures. Agir les uns contre les autres est donc contraire à la nature, et l'irritation contre quelqu'un ou le fait de se détourner de lui en sont une part. Cette phrase ne signifie pas qu'il faut tolérer l'intolérable, mais elle nous rappelle que la nature humaine est faite pour la réconciliation, pas pour la rupture perpétuelle, et que se détourner définitivement d'une erreur qui pouvait être corrigée va à l'encontre de cette nature profonde. Leçon 3. Pourquoi une nouvelle relation n'est pas automatiquement meilleure? Il y a une croyance répandue dans notre société moderne. L'idée que tourner la page signifie toujours chercher quelqu'un de nouveau, comme si la nouveauté garantissait automatiquement quelque chose de meilleur. Mais voici ce que la sagesse et l'expérience nous enseignent. Une nouvelle relation commence toujours par une période où l'on ne connaît pas vraiment l'autre personne. On découvre ses habitudes, ses blessures, ses défauts, sa façon de gérer les conflits, souvent après des mois, parfois des années d'investissement émotionnel. Et il n'y a aucune garantie que cette nouvelle personne soit plus compatible, plus respectueuse ou plus aimante que celle que tu as quittée. Le philosophe et écrivain américain Ralph Waldo Emerson écrivait « Nous voyageons à travers le monde pour chercher ce que nous portons déjà avec nous ou ce que nous ne trouverons nulle part. » Voilà ce que beaucoup vivent après une séparation. Ils partent chercher ailleurs ce qu'ils avaient peut-être déjà. Une complicité réelle, une histoire construite, une présence connue. Et ils découvrent, parfois trop tard, qu'ils portaient avec eux leurs propres insuffisances, pas celles de l'autre. Cela ne signifie pas que toute nouvelle relation est vouée à être pire, mais cela signifie qu'elle n'est pas automatiquement meilleure, simplement parce qu'elle est nouvelle. Une relation se construit, peu importe avec qui. Et si tu as déjà investi des années à construire une compréhension profonde avec quelqu'un, à connaître ses silences, ses peurs, sa façon d'aimer, recommencer ce travail depuis zéro avec un inconnu n'est pas nécessairement plus sage. C'est parfois simplement plus risqué.
Marc Aurèle écrit « Ne méprise jamais ce que tu connais au profit de ce que tu ne connais pas encore, simplement parce que l'inconnu brille de la promesse de ce qu'il pourrait être. » Marc Aurèle gouvernait l'empire le plus puissant du monde. Il avait accès à tout ce que le monde pouvait offrir. Et pourtant, il écrivait ceci comme un avertissement contre la tentation du nouveau pour le seul fait qu'il est nouveau. Ce qu'il avait construit, ce qu'il connaissait, ce qu'il avait traversé, cela avait de la valeur. Et cette valeur ne disparaissait pas parce que quelque chose de brillant et d'inconnu se présentait. Il y a un biais psychologique bien documenté que les chercheurs appellent l'effet de nouveauté. Notre cerveau accorde naturellement plus de valeur, plus d'excitation, plus d'attrait à ce qui est nouveau, simplement parce que c'est nouveau. Ce n'est pas une preuve de qualité supérieure. C'est un mécanisme biologique qui nous a aidés historiquement à explorer notre environnement, mais qui peut nous tromper dans nos décisions relationnelles. L'excitation des débuts d'une nouvelle relation, les papillons, l'incertitude excitante, la découverte de l'autre, est souvent confondue avec une preuve que cette nouvelle relation est meilleure que l'ancienne. Mais cette excitation n'est pas de l'amour profond, c'est de l'attirance initiale, gouvernée en grande partie par la dopamine. Une hormone qui disparaît naturellement après quelques mois, peu importe avec qui tu es. Ce qui reste après que cette excitation initiale disparaît, c'est la vraie question. Et c'est précisément là que la connaissance approfondie que tu as déjà d'un ancien partenaire peut représenter un avantage considérable, à condition que cette relation se reconstruise sur des bases plus saines que les précédentes. Épictète enseignait que la sagesse consiste à ne jamais désirer ce qu'on ne possède pas au détriment de ce qu'on possède déjà et qui a de la valeur. Combien de personnes, après avoir quitté un partenaire pour une erreur réparable, ont passé des années à chercher chez des inconnus ce qu'elles avaient déjà chez la personne qu'elles ont quittée, sans jamais le retrouver, parce que ce qu'elles cherchaient n'était pas une nouvelle personne, mais une version réparée de ce qu'elles avaient déjà. Leçon 4. La vie est courte, et la conscience humaine est sacrée. Je veux maintenant te parler de quelque chose de plus profond, quelque chose qui touche à l'essence même de pourquoi nous devrions choisir la réconciliation plutôt que la destruction quand c'est encore possible. La vie humaine est courte, tellement courte, et la conscience qui habite chaque être humain, la capacité de réfléchir, de regretter, de changer, d'aimer à nouveau, mérite d'être traitée avec révérence. Aucun être humain sur cette terre n'est parfait. Aucun. Pas toi, pas moi, pas la personne que tu pourrais rencontrer demain, et certainement pas la personne que tu as quittée. Chacun de nous porte des faiblesses, des moments où nous avons agi par immaturité, par peur, par manque de compréhension de nous-mêmes. Et c'est précisément pour cela que détruire une relation construite avec amour, pour aller chercher une autre relation, en espérant naïvement qu'elle sera sans défaut, sans erreur, sans difficulté, n'est pas toujours un acte de sagesse. C'est parfois un acte de fuite, déguisé en nouveau départ. Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison et qui en est sorti sans haine, disait « La plus grande gloire de vivre ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans celui de se relever à chaque chute. » Ces mots valent pour la prison. Ils valent aussi pour une relation brisée, qui mérite d'être relevée. Si la rupture n'est pas née d'une trahison fondamentale, mais d'une erreur humaine, d'un moment de faiblesse, d'une période où vous n'avez pas su vous comprendre, alors il est sage de prendre conscience de ce qui s'est passé et de choisir de vivre ensemble plutôt que de jeter ce qui pourrait encore être réparé. Et j'aimerais te partager quelque chose que je crois profondément. Il y a 3 raisons fondamentales qui unissent un homme et une femme. La première, c'est l'amour, ce sentiment rare, précieux, qui ne se commande pas et qui ne se remplace pas facilement. La deuxième, c'est l'intimité, ce lien physique et émotionnel qui appartient uniquement à 2 personnes qui ont choisi de s'appartenir. Et la troisième, c'est le travail commun, construire ensemble, jour après jour, une relation qui est un engagement profond et précieux. Si un petit problème a causé la séparation, un problème qui peut être résolu, qui ne met pas en danger ta dignité ni ta santé, alors résous-le. Avance.
parce que c'est ce que Dieu veut pour toi. Surtout quand il y a des enfants dans cette équation. Quand un couple avec des enfants se sépare pour des raisons qui pourraient être résolues, un manque de communication, une période difficile, une immaturité passagère, ce sont les enfants qui portent le poids le plus lourd de cette décision. Ils grandissent en alternant entre deux maisons, en absorbant les tensions, en se demandant parfois s'ils sont responsables de la séparation de leurs parents. Et cette blessure les accompagne souvent toute leur vie. Si la réconciliation est possible, si elle est fondée sur un changement réel et une communication restaurée, elle offre à ses enfants quelque chose d'inestimable, la stabilité, la preuve vivante que l'amour peut traverser les difficultés et que les erreurs humaines ne sont pas toujours une sentence définitive. Céline Dion, qui a connu l'amour, la perte et la reconstruction dans sa propre vie, disait ceci avec une simplicité bouleversante. L'amour véritable ne disparaît pas, il attend d'être retrouvé. Cette phrase-là, de quelqu'un qui a tout perdu et qui a continué à se battre, mérite d'être entendue par quiconque hésite à donner une seconde chance à quelque chose de réel. De temps. Leçon 5. Comment savoir si la réconciliation est sage? Je veux maintenant te donner des critères concrets pour discerner si un retour avec ton ex relève de la sagesse ou s'il relève simplement de la peur de la solitude. Premier critère. Qu'est-ce qui a réellement causé la séparation? Si c'était un manque de communication, une immaturité, une période de stress mal gérée, ce sont des problèmes qui peuvent être résolus avec du travail honnête des deux côtés. Si c'était une trahison répétée, de la violence ou un mépris profond de ta dignité, la sagesse stoïcienne, comme nous l'avons vu dans d'autres vidéos, t'enseigne à protéger ta valeur, pas à y retourner. Deuxième critère, qu'est-ce qui a réellement changé? Le temps seul ne change rien. Ce qui compte, c'est ce que chacun a fait de ce temps. Est-ce que la communication s'est améliorée? Est-ce que les deux personnes ont pris le temps de comprendre leurs propres erreurs, pas seulement celles de l'autre? Troisième critère, est-ce que cette décision vient de la peur ou de la conviction? La peur de la solitude, la peur de ne plus jamais retrouver quelqu'un, la pression sociale. Ces motivations fragilisent une réconciliation. Mais une conviction profonde, fondée sur la reconnaissance d'un amour réel et d'une compréhension mutuelle restaurée, c'est une fondation solide. Épictète enseigne. Examine toujours ce qui te pousse à agir. Si c'est la peur qui te gouverne, tu n'es pas libre, même dans tes choix les plus intimes. Pense à ce que cela signifie concrètement. Si tu envisages de revenir avec ton ex parce que tu as peur de ne jamais retrouver quelqu'un, parce que la solitude est insupportable, parce que tes amis te regardent différemment depuis la séparation, tu n'es pas en train de choisir librement. Tu es en train de fuir. Et une relation construite sur la fuite ne sera jamais aussi solide qu'une relation construite sur le choix conscient et libre. Quatrième critère. Est-ce que la communication a véritablement changé ou seulement les intentions? Beaucoup de couples qui tentent une réconciliation reproduisent exactement les mêmes schémas qui avaient causé la première rupture, simplement parce qu'ils n'ont jamais appris de nouveaux outils de communication. L'intention de faire mieux ne suffit pas. Il faut des changements concrets, observables, dans la façon dont vous vous parlez, dont vous gérez les désaccords, dont vous exprimez vos besoins. Cinquième critère. Est-ce que vous avez tous les deux pris le temps de guérir individuellement avant de revenir ensemble? Une réconciliation précipitée, faite uniquement par peur du vide ou de la solitude, porte rarement les mêmes fruits qu'une réconciliation choisie après un véritable travail personnel de chaque côté. Leçon 6. Ce que les écrivains modernes ajoutent à cette sagesse. La sagesse stoïcienne n'est pas seule à confirmer cette vérité. Des penseurs plus récents ont exploré la même idée sous des angles différents. L'écrivain et poète Khalil Gibran écrivait « L'amour ne possède pas et ne se laisse pas posséder, car l'amour suffit à l'amour. » Cela signifie que l'amour véritable ne devrait jamais être abandonné par orgueil, ni retenu par possessivité, mais cultivé encore et encore, tant qu'il existe sincèrement entre deux personnes. Et le psychologue et écrivain John Gottman
qui a consacré sa carrière à étudier ce qui rend les relations durables, a découvert quelque chose de fascinant à travers des décennies de recherche. Ce ne sont pas les couples sans conflit qui réussissent. Ce sont les couples qui apprennent à réparer après le conflit. La capacité de réparation, pas l'absence d'erreur, est ce qui distingue les relations qui durent de celles qui s'effondrent. C'est précisément ce chemin que Marc et Claire ont choisi. Ils n'ont pas eu une relation parfaite, mais ils ont appris à réparer ce qui s'était brisé. L'écrivaine et chercheuse Esther Perel, reconnue mondialement pour ses travaux sur les relations de couple, ajoute une perspective complémentaire. Elle observe que les couples qui traversent une rupture et choisissent ensuite de se reconstruire développent souvent une relation plus consciente, plus intentionnelle que celle qu'ils avaient avant. Pourquoi? Parce que la séparation les a forcés à réaliser ce qu'ils tenaient pour acquis. Elle écrit que rien ne révèle la valeur de quelque chose, comme le fait de l'avoir presque perdu. C'est un phénomène que la psychologie appelle la gratitude par la perte évitée. Les couples qui se reconstruisent après une séparation rapportent souvent ne plus tenir leur relation pour acquise. Ils l'apprécient avec une intensité que beaucoup de couples qui n'ont jamais traversé de rupture ne ressentent pas. Leçon 7. Le pardon comme acte de force, pas de faiblesse. Avant de conclure, je veux parler d'un obstacle majeur à la réconciliation. L'idée fausse que pardonner signifie être faible, ou que retourner vers quelqu'un qui t'a blessé signifie accepter d'être à nouveau blessé. Le stoïcisme nous enseigne exactement le contraire. Marc Aurèle écrit « La meilleure façon de se venger, c'est de ne pas devenir comme celui qui t'a fait du tort. » Et j'ajouterai « La meilleure façon de grandir, c'est parfois de choisir le pardon non pas pour l'autre, mais pour toi-même, et pour ce que vous pourriez encore construire ensemble. Le pardon, dans la sagesse stoïcienne, n'est pas l'oubli. Ce n'est pas faire comme si rien ne s'était passé. C'est reconnaître ce qui s'est passé, en tirer la leçon, et choisir consciemment de ne pas laisser cette blessure définir tout l'avenir possible. Sénèque écrit « Il faut du courage pour pardonner, mais il en faut encore plus pour se réconcilier avec sagesse, en gardant les yeux ouverts sur ce qui doit changer, tout en gardant le cœur ouvert sur ce qui peut encore grandir. » Ce que Sénèque décrit ici, c'est une double ouverture. Les yeux ouverts, ce n'est pas la naïveté, ce n'est pas faire semblant que rien ne s'est passé. C'est regarder lucidement ce qui a créé la rupture et vérifier que cela a vraiment changé. Et le cœur ouvert, c'est accepter que la personne devant toi n'est pas seulement la somme de ses erreurs passées, mais aussi la somme de sa capacité à grandir. C'est exactement l'équilibre que je veux que tu retiennes de cette vidéo. Ni l'aveuglement naïf qui ignore les vrais problèmes, ni la fermeture rigide qui refuse toute possibilité de réparation, mais la sagesse du milieu, les yeux ouverts, le cœur disponible, et le discernement pour savoir distinguer ce qui mérite d'être réparé de ce qui doit être laissé derrière. Leçon 8. La décision finale entre sagesse et courage. Pour conclure, je veux te laisser avec ceci. Si tu portes en toi le souvenir d'une personne que tu as réellement aimée, et que cette relation s'est brisée non pas par une rupture irrémédiable de confiance, mais par une erreur humaine, un manque de communication, une période difficile mal traversée, je veux que tu considères sérieusement cette question. Est-ce que la sagesse ici ne serait pas de réparer plutôt que de recommencer ailleurs? La vie est courte, tellement courte, et la conscience humaine, cette capacité rare de reconnaître ses erreurs, de grandir, d'aimer à nouveau avec plus de maturité, est un don inestimable. Ne la traite jamais à la légère, ni chez toi, ni chez celui ou celle qui a partagé ta vie. Marc Aurèle écrit « Ce qui mérite d'être aimé mérite aussi d'être réparé, quand la réparation est encore possible.
Si vous avez des enfants ensemble, pensez à eux. Si l'erreur qui vous a séparés peut être corrigée par une communication honnête et une volonté sincère de grandir, choisissez la réparation plutôt que la fuite. Et si, après un examen honnête, tu réalises que ce qui s'est passé était une trahison profonde, un manque de respect répété envers ta dignité, alors la sagesse stoïcienne t'enseigne autre chose: protéger ta valeur et avancer avec courage vers une vie qui t'honore. Mais si ce n'est pas le cas, si ce que vous avez vécu était un amour réel, brisé par une erreur humaine qui peut être surmontée, alors souviens-toi de Marc et Claire. Souviens-toi de ce bonheur qu'ils ont retrouvé, non pas en cherchant ailleurs, mais en choisissant de réparer ce qui valait la peine d'être réparé. L'amour, le respect, la vie, la conscience d'un être humain, tout cela mérite d'être honoré. Honore-le avec sagesse. Si tu aimes cette vidéo, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Et si elle t'a touché, partage-la, mets un like et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun prochain contenu sur la sagesse stoïcienne appliquée à la vie réelle. Prends soin de toi.